une ce mercredi, les précisions de Luc Marius Ibriga sur sa situation à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Nommé pour un mandat de 5 ans, il en est à sa 6e année, mais sa situation n'est pas illégale puisqu'il attend toujours l'adoption des textes fixant les modalités de désignation de son successeur. Il l'a dit hier à l'occasion de la remise des rapports 2018 et 2019 de son institution au Premier ministre Christophe Dabiré. Et puis, le Burkina Faso enregistre au titre de la campagne agricole 2020-2021 5 millions de tonnes de céréales, un résultat largement supérieur à celui de la campagne précédente. Les acteurs du secteur agricole se réjouissent de cette bonne moisson. Et enfin, au Mali, Bandao a décrété la dissolution du CNSP. Le Conseil national pour le salut du peuple n'existe donc plus conformément à la charte de la transition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Nous vous l'annoncions hier, le président du Faso séjourne depuis ce 26 janvier à Djibouti pour une visite officielle de 72 heures. Comme prévu dans l'agenda du chef de l'État burkinabé, il a eu un face-à-face avec les Burkinabés vivant à Djibouti. Occasion pour lui d'exposer sa vision de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et Djibouti. Occasion également pour ses hôtes de prendre des nouvelles du pays et de formuler des doléances. On fait le point avec Archimède Boy. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en visite officielle à Djibouti ce 26 janvier. Dans la soirée, il s'entretient avec les Burkinabés vivant dans ce pays, occasion choisie par le chef de l'État pour situer le contexte de sa visite. Parce que d'aucuns diront que voilà, Djibouti, on vient à Djibouti, il n'y a rien à apprendre à Djibouti, mais je veux dire que ce n'est pas simplement ce qui est important dans la vie des peuples. C'est aussi les relations et l'harmonisation d'un certain point de vue, puisque nous sommes ensemble dans un certain nombre d'enceintes internationales où nous sommes obligés de pouvoir renforcer la position de l'Afrique dans une certaine vision des choses. Au cœur des échanges également, la vie de la nation, marquée par l'organisation du scrutin du 22 novembre dernier et la recomposition du paysage politique en cours. On a échangé sur la politique de façon globale, mais aussi de la coopération entre Djibouti et le Burkina. Alors, aujourd'hui, nous sommes en de très bonnes relations avec ce pays. Nous y vivons très aisément. Cependant, si le chef d'État peut négocier avec son homologue afin qu'on nous supprime le visa d'entrée, ça va faciliter les échanges aussi bien au plan humain que matériel entre le Burkina et Djibouti. Selon les chiffres officiels, les Burkinabés sont estimés à moins d'une dizaine dans ce pays situé à 6 heures de vol de Ouagadougou. Ce nombre devrait s'accroître avec l'ouverture annoncée ce 28 janvier d'une banque burkinabé pour laquelle plusieurs techniciens sont déjà présents à Djibouti. Et voilà enfin le voile levé pour ceux qui croyaient dur comme fer que le contrôleur général d'État, toujours à la tête de l'ASCELC, se trouve dans une situation d'illégalité. Vous le savez, nommé pour un mandat de 5 ans depuis 2015, au bout de 6 ans, Luc Marius Ibriga préside toujours à la destinée de l'institution. Hier, il a pu mettre les points sur les i. Luc Marius Ibriga n'exerce pas dans l'illégalité. Il attend toujours les décrets d'application de désignation de son successeur. Voilà qui est clair. Précision faite à l'occasion de la remise des rapports 2018 et 2019 de l'ASCELC au chef du gouvernement Christophe Dabiré. Le compte-rendu de Abdouaziz Sarré. Après le président du Faso, c'est au tour du Premier ministre Christophe Dabiré de recevoir les rapports 2018 et 2019 de l'ASCELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. En ce qui concerne le contenu des documents, le contrôleur général d'État confie que celui de 2018 met le doigt sur les baux administratifs qui montrent que l'État est dans des situations de location de bâtiments qui parfois ne répondent pas aux conditions de travail. Et la recommandation forte qui a été faite est que l'État revienne à une politique de construction des cités administratives
pour une plus grande efficacité de l'administration. La question de la dette intérieure a été également évoquée dans le rapport. Il ressort que celle dite irrégulière est supérieure à la dette régulière. Donc il y a lieu d'apurer cette dette intérieure pour permettre un meilleur fonctionnement de notre économie et pour, dans les situations que nous connaissons actuellement de crise sécuritaire et sanitaire, que les opérateurs économiques que nous avons ne mettent pas la clé sous la porte. Pour la suite à donner au rapport, Luc Marius Ibriga soutient que la SELCE n'a pas un pouvoir de sanction. Elle fait l'audit, l'investigation, le contrôle pour réunir les preuves des irrégularités ou des malversations. Quand il s'agit de fautes disciplinaires, nous adressons la recommandation au supérieur hiérarchique. S'il s'agit d'une faute pénale, nous adressons le rapport au procureur du Faso. S'il s'agit d'une faute de gestion, nous l'adressons à la Cour des comptes. Ça veut dire que c'est la synergie d'action entre l'ASELC, le monde de la justice et les supérieurs hiérarchiques qui va permettre de bonifier les rapports que nous faisons. Luc Marius Ibriga se veut clair, le rapport de la SELCE ne vaut pas une décision de justice. Donc, dire ainsi qu'un tel a fauté, non. C'est le juge seul ou l'autorité administrative qui peut, en dernière instance, dire ce que l'ASE a vu constitue des éléments qui permettent de sanctionner. Vous allez lire le rapport, vous verrez que des tableaux ont été faits qui montrent les allégations et qui montrent si ces allégations sont avérées ou non. Au sujet de sa situation à la tête de l'institution depuis 2015, Marius Ibriga explique que les nouveaux textes de l'ASELCE montrent que le contrôleur d'État est recruté par appel à candidature et nommé pour un mandat unique de 5 ans. Mais jusqu'à présent, les textes sur les modalités du recrutement ne sont pas encore adoptés, précise-t-il. Des insuffisances par endroit, des résultats satisfaisants aussi, c'est ce que l'on peut retenir à l'examen du rapport 2019 de la Cour des comptes. Un rapport rendu public ce 26 janvier, il faut le noter, la Cour des comptes qui a passé au crible la gestion financière de centres hospitaliers, conseils régionaux, mais aussi de la LONABE, avait remis au préalable son rapport au chef de l'État burkinabé. Les précisions de Benjamin Kouami. Il avait été remis au président du Faso le 18 janvier dernier. Le rapport public 2019 de la Cour des comptes est présenté ce mardi aux hommes de médias. La Cour des comptes, institution chargée de faire des vérifications, des contrôles dans ses activités pour ensuite produire un rapport sur les finances publiques. Pour ce rapport, l'institution a mené ses activités sur plusieurs entités. C'est le cas par exemple du centre hospitalier régional de Koudougou, dont les évaluations ont porté sur 3 ans d'activité. Ici, des observations et recommandations sont formulées. Nous avons constaté qu'au niveau du stockage, des magasins de stockage, il y avait des produits inflammables qui étaient entreposés avec des médicaments. Il ressort de cette évaluation que près de 80% des recommandations ont été prises en compte. 13,27% sont en cours d'exécution. La Cour a de ce fait réitéré les recommandations non exécutées avant de faire d'autres recommandations visant à améliorer la gestion du CHR de Koudougou. Il s'agit notamment des recommandations visant à améliorer le contrôle interne, le processus de la commande publique, la gestion des stocks de médicaments, de consommables médicaux et du matériel médico-technique. La commune urbaine de Koupela, le conseil régional du centre-est, la chambre de commerce et d'industrie du Burkina et la loterie nationale burkinabé ont été également contrôlés par la Cour. À la LONABE, dans ce rapport, des dysfonctionnements sont observés. Les dysfonctionnements qui ont été relevés portent d'abord sur la gestion des marchés publics, le non-respect de certaines procédures de passation des marchés publics,
Mais nous avons surtout déploré à l'occasion du contrôle à l'ONAB le mauvais suivi des subventions qui ont été octroyées par la l'ONAB à un certain nombre de structures, telles qu'une subvention d'un montant de 110 millions qui a été allouée à une association de décortiqueurs de riz de la région de Bagré. Des insuffisances qui ont pu être comblées, toujours à travers des suggestions et recommandations. Les institutions ne sont pas les seules, le gouvernement est aussi interpellé à travers des suggestions. Au gouvernement de veiller au respect de la réglementation générale des marchés publics par les différentes entités publiques sous tutelle. Veiller à la codification des biens mobiliers et immobiliers des structures sous tutelle conformément à la réglementation en vigueur. Veiller à la tenue du livre journal des biens meubles et immeubles conformément aux normes de la comptabilité de matière. La Cour des comptes, il faut le savoir aussi, ne fait pas que des évaluations ni des recommandations. Dans son champ d'action, il est prévu des sanctions. Elles vont sur une peine d'amende pour des fautes de gestion. Également, les fautes peuvent être aussi transmises devant les juridictions pénales. Tout ceci pour une gestion transparente des finances publiques. Du côté de l'ARSE, c'est pratiquement le satisfecit à tout point de vue. Ces travaux de 2019, enseignés dans un rapport, a également été remis ce mardi au Premier ministre. Vous allez le voir, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie se félicite d'une baisse du nombre de délestages de 2018 à 2019. Elle qui évoque également les mutations opérées dans le mécanisme d'approvisionnement du Burkina Faso en électricité et surtout la question du coût du kilowattheure. Abdou Aziz Saré, reportage. De 176 en 2018, les coupures de courant au Burkina Faso ont été réduites à 149 en 2019. C'est ce qui ressort du rapport de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARSE. Un document remis ici au Premier ministre Christophe Dabiré. Cette amélioration de la qualité des services de la SONABEL est liée à la hausse des importations d'énergie venant du Ghana, qui est passée à 113%. Nous avons eu moins de délestage. Je pense que les consommateurs que vous êtes, que nous sommes, c'est vraiment facile à constater. Si nous nous déportons dans les villages, vous avez souvent suivi les activités du ministère de l'Énergie qui dit que bon, telle localité a été électrifiée, telle autre a été électrifiée. Les populations vous diront oui, nous avons eu la lumière. Le courant est venu chez nous. Donc c'est des témoignages de ce genre-là quand nous disons que ça s'est amélioré. Services améliorés, mais aussi les caisses renflouées. Toujours selon le rapport de l'ARSE, la SONABEL a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs CFA en 2019. Ça fait la 4e année consécutive. La SONABEL a engrangé un résultat net positif. Mais sachez que l'État subventionne la SONABEL. Vous savez que la promotion des énergies renouvelables, elle est très récente chez nous. Donc, la SONABEL consomme beaucoup les hydrocarbures d'origine fossile, notamment le DDO et le HFO. Nous n'en produisons pas. On va chercher ces hydrocarbures au niveau des ports des pays voisins, ce qui renchérit le coût de production. Donc, le gouvernement subventionne les hydrocarbures livrés par la SONABEL. En perspective, l'institution de Mariam Nikema entend s'appuyer sur les nouvelles technologies pour amoindrir le coût de l'électricité au Burkina Faso. On va assister à des constructions de mini-centrales au niveau des communes, au niveau des villages, ce qui va réduire le coût, puisque dans la mesure où il n'y aura plus le transport d'électricité. Construire de vastes lignes de transport d'électricité, je ne dirais pas que ça fera partie de l'histoire, mais on va vers cette technologie-là pour amoindrir le coût d'exploitation. Si les coûts d'exploitation sont faibles, et le coût d'achat de l'électricité aussi va baisser. Créée en 2007, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARSE a débuté ses activités en 2009 avec pour mission de réguler les activités de production, d'importation,
de distribution et de vente de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Parlons agriculture à présent avec ces chiffres. 5 millions de tonnes de céréales enregistrées, 69 000 tonnes de surplus. C'est le bilan de la campagne agricole 2020-2021. Bilan dressé au cours de la première session du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle tenue les 25 et 26 janvier dernier à Ouagadougou. On en sait davantage avec Justin Amontou. C'est une campagne agro-pastorale 2020-2021 globalement normale. L'information ressort de cette première session 2020-2021 du comité de prévision sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 2 jours d'échange suivis de près par le ministre en charge de l'agriculture. Cette année, en termes de céréales, nous avons pu avoir 5 179 000 tonnes, soit 109 000 tonnes de surplus. Nous pouvons dire aussi que dans le cadre du riz, nous sommes arrivés à avoir cette année 20% de surplus par rapport à l'année dernière et 31% de surplus par rapport aux 5 dernières années. Ça veut dire quand même que cette année particulièrement, on a vu qu'il y a une baisse des superficies emblavées, notamment près de 181 000 hectares. Selon le ministre, malgré cette baisse de superficie emblavée de 4%, l'appui apporté aux producteurs a favorisé l'augmentation des rendements. Cependant, l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans demeure préoccupant dans les régions du Sahel et de la boucle du Mouhoun. Face à cette situation, des recommandations ont été formulées, notamment des appuis aux producteurs, mais pas que. Renforcer la prise en compte du volet nutrition dans les projets et programmes. 3. Intensifier les actions de renforcement de la résilience des populations à travers l'accroissement des aménagements hydro-agricoles. 4. Ouvrir et approvisionner les points de vente de céréales à prix subventionné d'ici mars 2021 dans les communes à risque. Dans ces zones, la nutrition aiguë globale est au-dessus du seuil de 10%. Selon les estimations, le nombre d'enfants qui auront besoin de traitement pourrait atteindre 630 000. L'insécurité alimentaire continue de toucher une partie importante de la population burkinabé, surtout la partie nord du pays. Venons-en à cette cérémonie d'hommage à feu Cheikh Sékou Haïdara. Une tradition appelée l'hommage du 40e jour. Plusieurs prières ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. C'était en présence de Soto Justin d'Abiré qui nous conte l'événement. Dans le cas des obsèques d'un musulman, plusieurs rites sont accomplis. Il y a en outre la prière mortuaire faite sur le corps du défunt avant son inhumation. Selon les rites islamiques, il y a également la cérémonie du 7e jour et du 40e jour après l'enterrement du défunt. Ces cérémonies de dua sont des moments de prière, de bénédiction, d'invocation pour le repos de l'âme du disparu. Dans toutes les religions révélées, il y a la vie terrestre et il y a la vie d'au-delà. Et pour gagner la vie d'au-delà, ce sont les bienfaits et les prières du défunt. Mais après son décès, seuls ceux qui comptent, c'est ceux qu'il a resté comme œuvre, comme réalisation, des écoles, des mosquées, des fondations, des puits, des arbres qu'il a pu planter, toutes les œuvres parfaites qui rentrent dans la vie sociale. Mais à côté de cela, il y a l'invocation, il y a la prière des parents. C'est la raison pour laquelle l'islam recommande que nous puissions invoquer chaque fois Dieu de Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le repos de l'âme, pour le paradis, pour ceux qui nous ont quittés, pour ne pas les oublier et les invoquer lors de ces moments-là, les 7e et 40e jours, mais aussi lors de chacune de nos prières. Et ce matin, c'était un moment de prière, de bénédiction, de rappel de bienfaits du défunt. Dieu, dans la religion musulmane, dit que si les hommes disent que vous êtes bons, lui, le Seigneur, il vous pardonne. Moment de prière, de recueillement, mais aussi de lecture coranique et de rappel de tous les bienfaits du défunt Sékou Haïdara. Le président de l'Assemblée nationale, venu présenter ses condoléances à la famille, n'a pas manqué d'évoquer les bienfaits de celui qu'il appelait affectueusement son père. Venir ce matin
pour cette cérémonie de doigt, c'est venir à une cérémonie familiale, à une cérémonie de mon papa à moi. C'est quelqu'un qui m'a adopté et je me considérais comme son fils. Et si je veux faire des témoignages ici de ce qu'il m'a fait, les conseils, à chaque fois qu'on s'appelle, dans un premier temps, il va me faire ses bénédictions. Deuxièmement, il va me donner des conseils par rapport à mon comportement vis-à-vis de la population, par rapport à mon travail. Également était présente à la cérémonie de célébration du doigt de 40e jour de feu Sékou Aïdara, l'artiste malienne Oumou Sangaré, venue elle aussi présenter ses condoléances à la famille du défunt. La cérémonie du doigt du 40e jour marque la fin de la célébration des obsèques de feu Sékou Aïdara, disparu le 10 décembre 2020 à Bobo-Dioulasso. Actualité hors de nos frontières pour terminer et direction le Mali. C'est une décision qui était très attendue selon la charte de la transition. Elle est enfin officielle. On apprend que le Conseil national pour le salut du peuple qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta a été dissous par un décret présidentiel daté du 18 janvier 2021. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. La junte malienne officiellement dissoute, 5 mois après le coup d'État qui a renversé l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, un décret gouvernemental a mis fin au règne du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Lorsque les militaires ont destitué l'ex-chef de l'État le 18 août dernier, la junte a brièvement gouverné le pays et est restée officiellement en place, même après que les putschistes aient remis le pouvoir au gouvernement de transition civile intérimaire. Une réalité qui a soulevé des questions sur l'influence continue de l'armée, les militaires maliens ayant également maintenu une forte emprise sur le gouvernement intérimaire, avec notamment le colonel Assimi Goïta, leader du coup d'État et du CNSP, qui est actuellement le vice-président par intérim du Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait requis cette dissolution de la junte pour le 12 janvier. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain pour un autre point de l'actualité, même heure, même canal. Bonsoir.